Merci d'être venus si nombreux, ça nous fait très plaisir. Un grand merci aussi au professeur Axel Kahn qui est des nôtres. Quand on avait lancé l'invitation, je n'y croyais qu'à moitié, parce que je me doutais que son agenda était beaucoup plus chargé que le mien, ce qui n'était pas peu dire déjà. Et puis la réponse est venue positive très vite. Merci, parce que votre présence nous fait très plaisir et elle nous honore. Professeur Axel Kahn, beaucoup d'entre vous connaissent, je suppose. Dire tout ce qu'il a fait, je vais essayer. Si j'en oublie, vous me compléterez, s'il vous plaît. C'est un généticien qui a été directeur de recherche à l'INSERM, qui était ancien directeur de l'Institut Cochin, qui a été membre du Comité national d'éthique, qui est président actuel du Comité d'éthique de la Ligue contre le cancer, qui a été président de l'Université Paris 5 René Descartes de 2004 à 2011, je me trompe peut-être dans les dates. Alors ça, c'est la partie officielle. L'autre, il me l'a dit tout à l'heure, à laquelle il tient beaucoup, c'est l'écriture de ses livres. Et puis une autre qu'il pratique depuis des lustres et des lustres, c'est la marche à pied. Et d'ailleurs, dans les livres qu'il pourra vous dédicacer tout à l'heure, certains font des comptes rendus de ces marches, grâce auxquelles il a traversé la France dans plusieurs sens. Avant de lui laisser la place, parce que celui que vous êtes venu écouter et pas moi, il y a des merci quand même à dire. Le Grand Cahors, qui nous favorise le travail et qui nous a prêté cette salle, le département, la Caisse primaire d'assurance maladie et la Mutualité sociale agricole, qui sont nos partenaires habituels et qui nous limitent les frais de gestion de ces manifestations, la Mutualité française et la Banque populaire, qui est notre allié fidèle et régulière depuis des années. Alors, pour la soirée, je vais laisser la parole au professeur Axel Kahn, et puis après, nous poserons des questions sous deux formes. Des micros passeront dans la salle pour ceux qui veulent les exprimer oralement, et on a dû vous remettre un papier pour ceux qui n'ont pas envie de parler, sur lequel vous pouvez écrire votre question. Un ou deux bénévoles, on ira prendre les papiers et on posera les questions au professeur ensuite. Et quand tout cela sera terminé, avant le petit pot de l'amitié qui sera versé, avant d'arriver au pot de l'amitié, il y a une table sur la droite où le professeur Axel Kahn pourra dédicacer les livres que je voudrais qu'il dédicace. Et il y a un libraire qui est là avec quelques livres que nous pourrons tous acheter si nous le voulons. Voilà, je vous souhaite tous une bonne soirée et merci. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur l'ancien Président, Mesdames et Messieurs, merci de m'accueillir dans ce lot que je connais bien, que j'aime beaucoup. Ce goût, cet attachement sont l'une des raisons pour lesquelles la possibilité en existant, j'ai rapidement donné une réponse positive à l'invitation de venir vous parler ce soir. Je vais vous parler de ce couple singulier, éthique et cancer, en tant que président du comité éthique et cancer, qui a été officiellement installé par la ministre de la Santé en 2008, mais qui fait suite à un comité de réflexion. Tiens, je vois des amis là, où que j'aille en France, ils sont là. Comment allez-vous? Comité éthique et cancer, un groupe de réflexion qu'avait organisé la Ligue. Je vais expliquer un peu ça, ce qu'est vraiment la réflexion éthique, qu'entend-on par éthique. Mais auparavant, il faut que je m'explique. J'ai été membre pendant 12 ans du comité consultatif national d'éthique. J'ai présidé le comité des sciences de la vie qui traitait de l'éthique à Bruxelles. J'ai été membre de très nombreux comités internationaux qui ne se focalisaient pas sur une maladie. Pour quelle raison est-il intéressant, voire indispensable, de soulever particulièrement les questions éthiques en lien avec le cancer? Eh bien, c'est que, évidemment, cette maladie a plusieurs caractéristiques qui en font un champ très particulier. Sa fréquence, d'abord.
une fréquence qui, hélas, ne décroît pas, comme chacun sait, et qui fait que toutes les familles directement, souvent, ou au moins indirectement, sont touchées par une maladie cancéreuse. Deuxième élément, ces maladies, même si les progrès réalisés dans leur traitement sont remarquables, restent évidemment des maladies sévères. L'annonce de la maladie à une personne est toujours un choc lourd qui modifie la vision qu'elle a de sa vie au moment où elle reçoit cette information. Ces traitements durent très longtemps. Et quand bien même ils sont efficaces, pendant très longtemps, plein d'espoir, persiste une incertitude. Le cancer ne risque-t-il pas de se réveiller? Et donc, il s'agit vraiment d'un tournant important dans la vie des gens. Il influe sur la vie personnelle, la vie familiale, la vie sentimentale, la vie professionnelle, la vie sociale. Autre question, je vous l'ai dit, la connaissance que l'on a des maladies cancéreuses, il faut parler des cancers, pas du cancer, la connaissance que l'on a des maladies cancéreuses est aujourd'hui en expansion très rapide. Et depuis maintenant quelques années, c'est vraiment enraciné dans cette connaissance des mécanismes intimes qui expliquent l'apparition des cancers, leur évolution, qui est basée la partie la plus innovante des médicaments. Ces médicaments, on en fabrique, on en essaie tous les jours de nouveaux. Ils sont incroyablement onéreux. Alors même que la question des dépenses de santé, de leur régulation, est un souci permanent de presque tous les pays du monde. D'ailleurs, la problématique du cancer se mondialise. Jadis plutôt une maladie des pays riches, il y a toujours eu des cancers dans les pays pauvres aussi, mais il nous reste de bien autre chose. Aujourd'hui, l'épidémiologie cancéreuse tend à se rapprocher dans les pays du Sud en voie de développement et dans les pays du Nord. Donc tout ça fait que dans la mise en œuvre de la lutte contre le cancer, très souvent se posent des questions éthiques. Et ça vaut la peine de traiter de la lutte contre le cancer, mais sans l'handicaper, en se trouvant dans l'incapacité de donner des réponses satisfaisantes aux interrogations, aux hésitations, aux tensions éthiques que l'on peut avoir. Vous ayant expliqué pour quelles raisons ça valait vraiment la peine de s'intéresser particulièrement au champ de l'éthique dans le domaine du cancer, voyons ce qu'on entend par éthique, car ce n'est pas si simple que cela. La définition la plus convenable d'éthique, mais je vais immédiatement, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous asséner une formule quasiment philosophique sans vous l'expliciter. L'éthique dont on parle, c'est l'interrogation sur ce qu'est la vie bonne et sur les valeurs qui la fondent. Voilà la définition. Je précise. L'interrogation sur ce qui est l'action convenable. On a une nouvelle méthode thérapeutique. On ne sait pas comment annoncer un cancer. On ne sait pas comment annoncer l'aggravation d'un cancer. On ne sait pas comment partager une information avec la famille. Il y a de très grandes hésitations. L'éthique consiste à apporter une réponse à ces hésitations. Quand il y a hésitation, ça veut dire que la réponse n'est pas évidente.
simplement parce que il y a comme ça, en première analyse, plusieurs possibilités de répondre. Et pourtant, il faudra bien en choisir une. On est dans le domaine de l'éthique quand on est capable de spécifier, de préciser quelles sont les valeurs sur lesquelles repose son choix. Au nom de quelles valeurs, de l'ordre du respect des droits de l'homme, a-t-on décidé d'agir de cette manière-là, de donner cette réponse à cette question-là posée par la lutte contre les cancers. Cela étant éclairé, émerge immédiatement une difficulté assez considérable. Existe-t-il des valeurs universelles permettant de justifier un choix accepté, un choix consensuel? Vous comprenez bien que si dans une société plurielle, comme la société française, où il y a des gens qui croient au ciel, et parmi ceux qui croient au ciel, ils y croient de différentes manières, des fois très antagonistes, et puis il y a ceux qui n'y croient pas, et ils n'y croient pas non plus de la même manière. Et ça, c'est la démocratie. Si les valeurs sont particulières à une religion, à une philosophie, à une libre pensée particulière, alors il devrait être impossible de fonder une réponse sur des valeurs dans lesquelles la société se reconnaîtra. Existe-t-il des valeurs partagées dans une société rien que comme la société française? Et au-delà, est-ce que ces valeurs valent pour l'humanité entière? Sont-elles universelles? C'est également essentiel, car si elles ne sont pas universelles, il faut que l'on cesse totalement de discuter éthique entre pays appartenant à des cultures, pratiquant des religions ou se réclamant de philosophies différentes. Or, nous sommes à l'heure de la mondialisation et ce serait extrêmement gênant. Vous le comprenez bien. La plupart des philosophes aujourd'hui, en dehors des philosophes religieux, chrétiens, pour ce qui les concerne, vous diraient volontiers qu'il n'y a pas de valeur universelle, que les valeurs sont propres à une culture particulière, à une période. Ce qui est bien au-delà des Pyrénées n'est pas bien en deçà des Pyrénées. En tout cas, ce qui était bien ou mal il y a 3-4 siècles de ça, a une valeur différente aujourd'hui. Je vais essayer de vous démontrer que tel n'est pas le cas et qu'il est possible d'identifier des valeurs universelles permettant de fonder les choix, et notamment dans le domaine du cancer. Mais pas simplement, notamment dans le domaine du cancer. Imaginons que les références à la morale, quand je parle de morale, je parle de la science du bien et du mal. Quand je parle d'éthique, je parle d'application de ces principes du bien et du mal dans une action humaine, dans la vie quotidienne. Les questions éthiques sont des questions pratiques. Cela étant dit, elles doivent se reposer évidemment sur une conception de ce qui est considéré comme bien et mal. Est-ce que ce qui est bien et mal l'est partout? Il l'a toujours été, ou bien varie en fonction des périodes, des religions, des cultures? Voilà la question. Imaginons, comme la plupart des philosophes le pensent, qu'effectivement, il s'agit là d'une notion très relative, propre à une culture, et que, ma foi, il faut, une fois pour toutes, se résoudre à ce qu'on ne puisse faire reposer une discussion éthique sur des valeurs universelles. Si c'est vrai, on peut faire un test intellectuel. Si c'est vrai, et si l'on s'adresse à une histoire, à un récit très très ancien, qui remonte à des milliers d'années, à 5000 ans,
et qui intéressait des populations a été au départ créé dans des populations dont les références philosophiques et religieuses sont à des années-lumière de celles d'aujourd'hui. Alors, quand ce récit fait référence à la morale, ça devrait nous être totalement inintelligible, incompréhensible. Essayons voir. Le texte le plus ancien, qui est contemporain de l'invention de l'écriture il y a 5000 ans en Mésopotamie, et peut-être même antérieur, car peut-être a-t-on écrit des récits oraux qui ont précédé l'invention de l'écriture, c'est l'épopée de Gilgamesh. Qu'est-ce que nous dit l'épopée de Gilgamesh? Elle nous dit que jadis, la cité d'Ur, en Mésopotamie, était sous la botte d'un tyran féroce, Gilgamesh. Il était brutal, injuste. Il pratiquait un droit de cuissage généralisé, c'est-à-dire qu'il connaissait les jeunes femmes avant qu'elles ne se marient. Aucune n'arrivait vierge au mariage. Les dieux s'en sont offusqués. Ils trouvaient cela pas bien du tout. Et donc il décide d'envoyer une créature qui va défier Gilgamesh pour mettre fin à sa tyrannie. Il façonne une silhouette humaine avec de la glaise et il lui donne vie. C'est évidemment dans ce récit qu'a puisé la jeunesse de la Bible pour proposer la création de l'homme. Mais le récit de Gilgamesh a 4000 ans de plus que la Bible. La Bible a été écrite il y a 700 ans avant Jésus-Christ, sans doute, à peu près. Le nom donné à cette créature est Enkidu. Mais Enkidu est animé, les dieux lui ont donné le souffle vital, mais il n'est pas humain. Pour quelle raison n'est-il pas humain? C'est que pour être humain, il faut un souffle vital, mais il faut être humanisé dans une société humaine. C'est un point très fort sur lequel je reviendrai. Alors les dieux confient Enkidu, leur créature, à une société humaine pour qu'elle l'humanise. Et cette société humaine, c'est une société de femmes prostituées. Enkidu est mis entre les mains de ces femmes prostituées, qui savent bien s'y prendre, et qui l'humanisent parfaitement. Il est maintenant animé, fort, pleinement humain, et il peut défier Gilgamesh. Alors il y a une partie épique, ils se battent comme cela sur les murailles, des jours et des jours, des nuits et des nuits, mais ils sont tous les deux quelque part surhumains. Et donc aucun ne l'emporte définitivement. Après de longs combats, épuisés, ils se regardent, comme ça à terre, et ils s'éprennent amicalement l'un de l'autre. Ils deviennent des amis inséparables. Et ils décident de parcourir le monde ensemble. En parcourant le monde, ils défendent la veuve et l'orphelin. Lors d'un épisode, Enkidu déplaît aux dieux, qui lui envoient une mort affreuse après une longue agonie douloureuse. Gilgamesh tient la main d'Enkidu durant son agonie. Il l'accompagne, il essaye d'atténuer ses peines. Il est effondré, son amitié est immense, et après la mort d'Enkidu, il témoignera de ce qu'était cet homme particulier. Donc, il y a 5000 ans, la tyrannie n'était pas bien, on n'a pas de difficulté pour nous non plus. Manquer de respect aux femmes et aux hommes, exiger le droit de cuissage n'était pas bien pour nous non plus, pas de difficulté. Un homme ne peut être humain que dans une société humaine, ça nous le savons, nous aussi. Il y a 5000 ans, il le savait. L'amitié était forte et belle, pour nous aussi. L'amitié est forte et belle.
Et donc, ce récit montre qu'en réalité, les bases qui nous permettent d'apprécier la valeur morale d'action aujourd'hui étaient déjà celles auxquelles faisaient appel les rédacteurs, les concepteurs de cette vieille épopée de Gilgamesh. Donc il existe bien des bases universelles. Quelles sont-elles? Vous le voyez bien, ces bases universelles sont de deux ordres. C'est le respect que l'on doit aux autres, aux femmes, pas de droit de cuissage, aux citoyens, pas de tyrannie. Au contraire, la qualité du rapport éminemment respectueux, amical, amoureux, l'amitié des amis, c'est la compassion, c'est le souvenir, le témoignage, c'est la valeur de l'autre. Il n'y a pas de doute que les premiers Mésopotamiens à savoir écrire, et peut-être avant, mettaient au centre de la pensée morale la valeur de l'autre. Et la nécessité de l'autre pour être soi. Enkidu est lui, parce qu'il a été humanisé par ses femmes. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, qui est tout à fait complémentaire de celui-là. Que faut-il pour qu'Axel Kahn aujourd'hui vous fasse une conférence sur ce sujet et que vous, mesdames, vous, messieurs, vous l'écoutiez en appréciant ou en condamnant ou en critiquant, peu importe, en le suivant, ce qu'il dit. Il faut évidemment que vous ayez, vous et moi, un génome humain. Si nous avions les uns et les autres un génome d'orang-outan, nous aurions des relations d'orang-outan. Donc, première condition biologique, mais ça ne suffit pas. Ce sera d'ailleurs le sujet de mon prochain livre. Mais ça ne suffit pas. Il y a une vingtaine de situations d'observation d'enfants sauvages, d'enfants qui ont été abandonnés par toute société humaine à la naissance et qui ont pu survivre dans des sociétés animales. Lorsque ces enfants sauvages ont été retrouvés des années après, alors qu'ils étaient biologiquement humains naturellement, ils avaient des retards mentaux très importants et n'avaient pas pu avoir accès à toutes ces capacités mentales dont nous sommes si fiers. Tout se passe comme si, pour épanouir les potentialités dont le programme est codé par nos gènes, ces gènes humains qui nous ont été transmis par nos parents, il fallait que le développement après la naissance se fasse dans une société humaine. C'est-à-dire que si on limite l'humanité à 2 personnes, ces 2 personnes, en réalité, s'humanisent l'une l'autre. On peut les comparer un peu à 2 bûches. Des bûches qui, éloignées dans l'âtre de la cheminée, seraient rougeoyantes, mais sans aucune flamme. Alors que les rapprocher l'une de l'autre leur permettrait de s'embraser l'une l'autre et de faire jaillir ces flammes. Excusez-moi, je relève d'un rhume caraminé. Ça veut dire que 2 personnes qui s'humanisent l'une l'autre sont amenées à avoir une claire conscience de l'importance de l'autre sans lesquelles aucun d'entre eux ne serait ce qu'il est. Ça, c'est ce qu'on appelle le principe de réciprocité. 2 personnes qui ne peuvent être pleinement humaines, femme et homme, homme et homme, femme et femme, ne peuvent ignorer que l'autre lui a rendu ce que lui-même lui a apporté. Lui a permis cet épanouissement extraordinaire. Et ce principe de réciprocité va permettre de retrouver
toutes les règles morales de l'éthique, notamment celles que l'on va appliquer dans les différents cas de cancer dont j'ai parlé. Premièrement, la réciprocité entraîne que, développé au sein d'une société humaine comme je l'ai été, je désire évidemment être libre pour ce qui me concerne. Et donc, je dois admettre que ce désir, cette aspiration à la liberté est partagée par l'autre. C'est ce qu'on appelle le principe d'autonomie. Deuxièmement, je n'aimerais pas qu'on me fît du mal. Et de la même manière, je vais éviter d'en faire à l'autre. Principe de non-malveillance. Si je suis en danger, si je tombe dans le lot, il ne suffira pas que un passant sur les bords observe qu'il ne va pas me faire de mal et qu'il va respecter mon autonomie en me laissant me noyer. J'aimerais bien qu'il trouvât un bout, une bouée, et qu'il me les lance les unes et les autres. Principe de bienveillance. Cette réciprocité implique également qu'on ne peut pas admettre entre l'un et l'autre que certains aient tout et que les autres n'aient rien. Principe de justice. 4 principes de la pensée éthique. Principe d'autonomie, principe de bienveillance, de non-malveillance et principe de justice. Ces principes sont absolument essentiels et en réalité, ce sont ceux à l'aune desquels on traite la totalité des problèmes éthiques. Pour quelles raisons ces principes sont-ils universels? Eh bien, vous l'avez compris. Si les êtres humains n'avaient pas la capacité à penser le respect dû à l'autre, l'humanité n'aurait pas émergé. Il y aurait des individus qui auraient des gènes humains, mais si ces gènes n'avaient pas permis cette relation interhumaine, cet échange entre les personnes, eh bien, ce pourquoi codent ces gènes, notre intelligence, nos capacités mentales, ne seraient pas apparues, ne seraient pas développées. Et donc, l'aptitude à penser ces principes éthiques est une des conditions d'émergence de l'humanité. Donc, à partir de maintenant, on peut dire, il doit exister des principes moraux qui peuvent revendiquer d'être universels parce qu'ils ont été nécessaires à l'apparition de l'humanité. Et ces principes doivent permettre de fonder l'action. Cette exposition théorique de ce qu'est l'éthique et de ce qu'est en même temps la morale, parce qu'il s'ensuit que l'on va appeler bien tout ce qui manifeste le respect dû à l'autre est mal, à l'inverse, tout ce qui le nie, tout ce qui met en danger l'autonomie de l'autre, est malveillant vis-à-vis de l'autre, est injuste vis-à-vis de l'autre, nie sa dignité, etc. Comment va-t-on l'appliquer maintenant et dans quelles conditions, confronté aux situations normales de la vie, et en particulier dans le domaine du cancer? Avant que d'aborder cela et de voir les différentes situations liées au cancer, je voudrais repréciser un point. Maintenant, vous voyez bien ce que l'on entend par éthique. Je vais simplement préciser quel est son domaine d'application. On parle de loi de bioéthique. Et la loi de bioéthique sont des lois qui traitent effectivement de ces questions. Cela étant dit, la réflexion éthique, c'est là où il n'y a pas de loi. Lorsqu'il y a la loi, on est dans la discussion juridique. On n'est pas dans l'interrogation éthique.
la réponse, d'une certaine manière, elle est donnée par la loi. On peut porter un jugement sur la loi, mais la réponse est donnée par la loi. Les différents corps professionnels, les médecins, ont des codes de déontologie qui indiquent tout ce qu'il est bien ou mal de faire dans le cadre de cette profession. Les architectes, tout le monde a un code de déontologie. Et puis, traitant des cas particuliers, les juges ont statué. Et tout cela crée une jurisprudence. Mais, dans les questions que l'on va aborder, la loi n'est pas là, elle n'y répond pas. Les codes de déontologie n'y répondent pas. La jurisprudence n'y répond pas. On est là dans le domaine de l'éthique. Le domaine spécifique de l'éthique, ce sont des questions de cet ordre, alors que la réponse, d'abord parce que la question est nouvelle, le problème posé est tout à fait nouveau, la réponse n'existe pas dans un autre cadre normatif, la loi, la jurisprudence, la déontologie. Dans le domaine du cancer, ces questions se rencontrent à tous les stades de l'évolution du mal, tous les stades. Tout d'abord, en commençant par le début, le stade de l'annonce. Je l'ai dit, la maladie cancéreuse reste d'une gravité suffisante pour que toujours l'annonce soit une épreuve assez considérable. Réfléchissons un peu sur quel est le statut de la vérité. Aujourd'hui, la loi, le code de déontologie, tout le monde est d'accord sur ce point. Le médecin doit dire la vérité à son malade. Lors de l'annonce de sa maladie, s'il a un cancer, il doit lui dire qu'il a un cancer. Naturellement, ça n'a pas toujours été le cas, vous savez. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de problème. Et puis plus tard, il doit lui dire ce qu'est l'évolution de la maladie. Il doit lui dire la vérité. Pour quelle raison? Pour deux raisons. La première, c'est que la vérité n'appartient pas plus au médecin qu'elle n'appartient au malade qui est concerné par cette vérité. Il serait impossible de proposer une théorie faisant que la vérité d'un malade concerne plus quelqu'un d'autre que ce malade lui-même. Donc rien ne peut justifier qu'une vérité ne soit pas rendue à celui qu'elle concerne, le malade. Deuxième élément, le malade, en fonction de la connaissance de cette vérité, a à prendre des décisions, à modifier sa vie, souvent. C'est-à-dire à pouvoir agir de manière autonome. Pour être autonome, il faut avoir accès à l'information qui alimente l'autonomie. Cela étant dit, si on considère que la vérité est tout d'abord un droit de la personne qui est concernée, et d'autre part, un élément lui permettant d'être autonome, cela veut dire qu'elle ne doit pas, à l'inverse, le désarmer, l'assommer, le sidérer. Donc cette vérité est toujours due au malade, quelle que soit l'information, toujours due au malade, mais avec cette compassion, avec cette solidarité, cette fraternité qu'implique le principe de réciprocité. Faire en sorte que la personne à qui l'on fait une annonce n'en soit pas comme désarmée. Le résultat serait exactement l'inverse de celui que l'on cherche. Ça veut dire que la qualité humaine, ça veut dire que la prise en compte de la sensibilité de la personne, ça veut dire que parfois l'aide avec une approche pluridisciplinaire pour aider la personne à qui l'annonce a été faite, c'est fondamental, absolument essentiel. La vérité, oui, toujours, mais au profit de la personne à qui on dit la vérité, jamais à son détriment. On n'assomme pas quelqu'un avec la vérité. On espère avoir la possibilité, compte tenu de la réalité
qu'implique la réalité, qu'implique la vérité. On espère, au contraire, lui donner des ressources, l'armer, pour mieux faire face. Deuxième élément, cette vérité, peut-être celle de l'annonce du diagnostic, et ensuite, elle doit impliquer le choix d'un traitement. Quand on annonce à quelqu'un une maladie, aussi grave qu'un cancer, même si le cancer se guérit bien, il y en a aujourd'hui qui se guérissent très bien, mais il n'empêche que pour un malade, apprendre qu'il a un cancer, même un cancer de la peau parfaitement bénin que l'on guérit dans 100% des cas, c'est quelque chose qui est psychologiquement un peu perturbant. Donc en règle générale, en tout cas pour autre chose qu'un cancer vasocellulaire de la peau qui est une lésion bénigne, on reprendra contact avec le malade parce que le problème de la participation du malade à la décision du traitement, son consentement au traitement, doit être décalé, alors qu'il est en pleine possession de tous ses moyens, et non pas alors qu'il est encore tout de même comme sidéré par cette annonce. Il ne faut pas brûler les étapes, jamais. Il faut que l'annonce soit faite pour aider, et puis, lorsque la personne a pu reprendre autant que faire se peut, et on peut l'y aider, ses esprits, alors poser la question du choix des traitements. Cela est parfaitement défini par la loi, c'est la notion du consentement, le consentement libre, express et éclairé. Ce consentement au traitement, évidemment, est plus facile à exposer qu'à appliquer dans la réalité. En effet, on est toujours dans une situation où entre un médecin et un malade, il y a deux personnes humaines à égalité de devoirs et de droits, ça c'est sûr. Cela étant dit, d'un côté, il y a un médecin qui n'est pas malade, en première éventualité, et qui sait tout ce qu'il sait, et en face de lui, il y a une personne qui est malade et qui en sait beaucoup moins. Ça ne crée pas une inégalité, mais une différence de situation. Et donc, il faut être conscient de cette différence de situation. Il faut en particulier que toutes les informations qui sont données permettent réellement à la personne de comprendre avec les moyens dont elle dispose, avec cette inquiétude qui l'habite, de comprendre ce que sont les enjeux, qu'elle puisse vraiment participer à une décision. La notion de l'autonomie se pose dans des conditions très particulières, mais avant que de les aborder, je reviens à l'étape antérieure, qui est celui de l'annonce. Parfois, l'annonce à un malade qu'il a un cancer pose un problème d'une nature singulière. Vous savez que les cancers, ou si vous ne le savez pas, je vous le rappelle, les cancers sont toujours dus à des altérations de gènes. Il y a toujours dans les mécanismes qui entraînent une cellule à proliférer de manière anormale des gènes qui sont modifiés et qui entraînent cette hyperprolifération, cet avantage prolifératif de la cellule cancéreuse sur ses voisines. Dans un certain nombre de cas, ces modifications génétiques sont héritées, elles sont héréditaires. Ce sont les cancers héréditaires. Et donc, il peut se faire que lorsque l'on a diagnostiqué un cancer, on démontre rapidement qu'il s'agit d'un cancer génétique, que la personne a un cancer parce qu'elle a une mutation qui lui a été transmise, une mutation qu'elle peut transmettre à ses descendants, et la question se pose, ne faut-il pas immédiatement avertir tous les membres de la famille susceptibles d'avoir reçu ce gène de cancer? Et là, la question qui se pose, c'est
entre le dialogue singulier du médecin et de son malade, qui est une des règles fondamentales de la médecine, et le devoir qu'a le médecin d'aider les personnes en danger, de n'être pas susceptible d'être critiqué pour non-assistance à personne en danger, et donc d'essayer de prévenir tous les gens qui ont une anomalie génétique de même ordre. Il y a évidemment une tension parfois. Dans l'immense majorité des cas, on va demander à la personne d'indiquer quels sont ses parents, les liens de parenté, et on va lui demander de donner à son médecin une lettre de telle sorte que ces personnes puissent être prévenues, ou alors que lui-même les prévienne, qu'elles se fassent tester. Et en règle générale, ça marchera, mais pas toujours. Des fois, il y a des cas particuliers pour toute une série de situations. Des conflits familiaux extrêmement graves, c'est possible. Des doutes de certains hommes sur la réalité de leur paternité. Ils ne veulent surtout pas qu'on aille regarder de plus près. Des désirs de vengeance intrafamiliale. Et donc, parfois, on se trouve avec une vraie tension entre ce désir d'avertir tous ceux qui auraient avantage à connaître cette susceptibilité et le secret professionnel. On nous a plusieurs fois saisis sur ces sujets, et chaque fois, nous avons statué au comité éthique et cancer en disant que la règle fondamentale, que l'on ne pouvait de toute façon pas ignorer, était celle du secret professionnel. Et qu'en réalité, c'est cette règle du secret professionnel qui permettait le mieux d'aider les personnes éventuellement en danger. Pour quelle raison? Car ça semble a priori contradictoire avec ce que l'on peut penser que cette affirmation. Imaginez que le malade n'ait plus confiance dans son médecin, qu'il sache que son médecin pourra dire à d'autres ce qu'il a observé alors que lui ne le veut pas. Eh bien, évidemment, le malade cessera d'aller voir son médecin. Il cessera de lui dire quoi que ce soit. Et le médecin n'aura aucune possibilité, de toute façon, de connaître les membres de la famille à risque. Et d'une part, il n'aura pas respecté son secret professionnel, et d'autre part, il ne pourra pas porter secours à tous ceux qui sont en danger. Alors que le maintien strict du secret professionnel permettra, avec l'amélioration de ce dialogue singulier, la qualité relationnelle du médecin et son malade, amènera, dans les cas les plus difficiles, dans la presque totalité des cas, celui-ci à prendre conscience de sa responsabilité. Le secret professionnel est une question qui a été posée également au comité éthique et cancer dans d'autres situations. Un des premiers dossiers que nous ayons traités était de cet ordre, mais avait trait à la fin de vie. Un homme est atteint d'un cancer très gravement évolué que l'on ne peut plus guérir. On lui a dit que les possibilités thérapeutiques étaient faibles et qu'une issue fatale était possible. Et on lui a demandé, voulez-vous prévenir votre famille? Et l'homme refuse absolument que l'on prévienne son épouse et sa famille. Il le refuse absolument. Pour quelle raison? Là, c'est une famille aimante, apparemment, et on ne peut pas savoir, l'âme humaine est complexe. Il est possible que cet homme se dise, tant que ma femme, mes enfants, qui rentrent dans ma chambre, me voient comme cela sans connaître le pronostic, ils me voient comme un vivant. Malade, certes, en danger, mais un vivant. Le jour où ils sauront que je vais mourir, ils me verront comme un futur mort.
Je ne veux pas être vu comme un futur mort. Je veux être vu tant que je suis vivant, comme un vivant. Si jamais il pense cela, doit-on le refuser? D'un autre côté, la famille demande au médecin, écoutez, docteur, la femme, ça fait 6 ans que nous accompagnons, que j'accompagne mon mari. Je l'aime infiniment. Vous voyez, on a 3 enfants ensemble. Là, dernièrement, je me suis arrêté de travailler. Vous comprenez bien que si jamais il devait y avoir une issue fatale, il faut que je prenne des dispositions. Ça ne peut pas durer. Il faut que je me retourne, ne serait-ce que professionnellement, financièrement. Dites-moi quand même. On est vraiment dans un cas qui montre bien ce que c'est qu'une tension éthique. Le comité éthique et cancer, malgré cette extraordinaire difficulté, a indiqué que, certes, le but à atteindre, c'était l'information de la famille, qui d'ailleurs, par des signes indirects, a toutes les raisons de pouvoir être informée, mais que ça devait passer au maximum et autant que faire se peut par la conviction du mari que tel était vraiment son devoir, que, avec les formes adaptées, c'est vraiment ce qu'il fallait faire. Et que dans ce cas-là aussi, le respect du secret professionnel restait l'une des bases totalement essentielles de contrat de confiance entre un malade et son médecin. J'ai parlé de l'annonce, j'ai parlé du secret professionnel. Abordons le problème de l'annonce maintenant des situations très graves. J'y ai fait allusion à propos de cet homme qui ne voulait pas que l'on informe de son état et de l'aggravation de son état à sa famille. Heureusement, il y a de très nombreux cancers qui sont guéris, mais pas tous. Et en particulier, la chimiothérapie et l'immunothérapie. Les thérapies ciblées, comme on dit, c'est-à-dire qui sont directement dirigées contre la cause moléculaire du cancer, ont vraiment obtenu des résultats remarquables ces dernières années. Et ont fait apparaître une situation qui n'existait pas dans le temps. Jadis, il y avait ou bien le cancer qui guérissait, ou bien le cancer qui emportait le malade. Aujourd'hui, il y a des cas intermédiaires de plus en plus fréquents, qui est le cancer maladie chronique. La personne va vivre des années et des années avec son cancer. Jadis, les métastases hépatiques d'un cancer du côlon étaient malheureusement, quand j'étais jeune médecin, malheureusement rapidement fatales, 6 mois au plus. Aujourd'hui, les personnes vivent pratiquement toujours plus de 3 ans, dans ces conditions, avec les traitements que l'on a. Mais, aujourd'hui, on n'est pas encore sûr de les guérir. Et même aujourd'hui, avec ce que l'on a aujourd'hui, on le sait qu'on ne les guérit pas. La maladie est chronique. La personne vit avec son cancer, comme d'autres vivent, sans doute avec quelque part dans leur corps le virus du sida. Que faut-il leur dire alors? Quand ces personnes veulent développer un projet professionnel, un projet sentimental, que faut-il leur dire? Faut-il les en dissuader? Faut-il limiter leur autonomie? Vous voyez, c'est une situation toute nouvelle, réellement, qui est vraiment liée, alors pour le coup, à la spécificité de la maladie et au progrès que l'on a réalisé. Le comité éthique et cancer considère que l'autonomie doit à tout prix être privilégiée. C'est-à-dire que la personne doit être informée de la situation, mais informée, ça n'est pas découragé. Aujourd'hui, je sais qu'une personne qui est venue me voir avec des métastases hépatiques d'un cancer du côlon, dont le côlon a été opéré, avec les traitements que je vais lui administrer, doit vivre normalement 3 ans et plus. Mais dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on aura fait des progrès. Donc tous les espoirs restent permis naturellement. Et jamais,
et c'est même vrai quand le pronostic est plus grave, le médecin ne peut être habilité à dire à une personne, vous savez monsieur, vous n'en avez plus que pour 1 an à vivre, que pour 6 mois à vivre, que pour 3 ans à vivre. Jamais. Ça, on ne sait jamais. Strictement jamais. La personne doit être informée d'un niveau de gravité et d'une incertitude. Et après, elle assume son autonomie. Elle assume son autonomie. Et professionnelle, et familiale, dans les différentes situations. Une situation compliquée, c'est celle où le traitement est vraiment devenu totalement inefficace. C'est de moins en moins fréquent, mais ça arrive encore, on le sait bien. Et où on s'attend quand même à ce que l'issue fatale survienne. Dans quelle forme, sous quelle forme le dit-on, et que fait-on? En effet, pour les malades, la conscience qu'ils ont de l'aggravation continue de leur état peut exister. Elle peut être extrêmement claire. Il n'empêche que le jour où on leur dit, vous savez, on arrête tout traitement spécifique et on vous passe dans un service de soins palliatifs, là encore, il s'agit non pas de l'effondrement d'un espoir, il n'y avait plus d'espoir, mais de la certitude d'une issue fatale, c'est-à-dire d'une sentence. Et ça, cette sentence, c'est extraordinairement difficile. Le comité éthique et cancer a de ce fait rappelé que, comme je vous l'ai dit, jamais il ne faut aller jusqu'à l'annonce d'un décès, d'une durée de vie, mais ne pas masquer l'aggravation de la maladie. On nous a posé la question, pour ne pas désespérer les personnes, faut-il continuer une chimiothérapie dont on sait qu'elle est devenue totalement inefficace? La réponse est non, car ça n'est ni digne, ni d'ailleurs parfaitement sain pour la personne. La chimiothérapie, ça n'est pas du Doliprane. Ça a des effets secondaires un peu trop importants. En revanche, d'autres types de traitements doivent toujours être entrepris. Ces types de traitements, ça n'est pas en attendant la mort, c'est pas ça du tout. Les types de traitements de cette phase que l'on appelle la phase des soins palliatifs, ce sont les traitements adaptés à la meilleure vie possible lorsque la guérison n'est plus possible. Les soins palliatifs, ce n'est pas préparer la mort, c'est permettre la vie, totalement la vie, complètement la vie. C'est la raison pour laquelle, si jamais cela était possible, ça pose des problèmes organisationnels, s'il était possible que dans les services de soins, l'on puisse sans discontinuité, au-delà des soins dont on espère un effet curatif, passer aux soins dits palliatifs pour permettre la meilleure vie possible à cette phase particulière d'évolution du mal, alors ce serait sans doute un progrès assez considérable. Le problème de l'autonomie des personnes est des fois une exigence difficile à considérer et à accepter par la famille ou le personnel soignant. Un monsieur de 85 ans, dans la région niçoise, est en très bonne forme. On est à peu près en cette saison, là, en automne, et donc dans son jardin, il balaie les feuilles mortes. Et au milieu de ces travaux de jardinage qui le ravissent, il est pris d'une douleur abdominale brutale. Il se tord. Urgence abdominale, on l'emmène à l'hôpital. Il y a une perforation, manifestement, on opère. Il y a un énorme cancer du côlon avec des métastases partout et un côlon perforé. Une péritonite. La famille qui est en dehors de la salle d'opération, qui attend, est informée, et elle demande, écoutez, dans son état, il a 85 ans, on ne pourra plus rien faire, il dort, il est paisible, s'il vous plaît,
faites en sorte qu'il ne se réveille pas. Ne le réveillez pas. Que faut-il faire dans un tel cas? Le comité éthique et cancer a considéré que personne ne pouvait répondre à la question mieux que le malade lui-même. Et que si on désirait lui poser la question, encore fallait-il le réveiller. Il était auparavant très bien qu'après tout, même si l'on va mourir dans un mois, on peut vouloir éperdument ce mois de vie pour faire ses adieux, pour faire ses affaires, et que personne ne peut priver quiconque de ce choix. Et que réellement, il n'y a pas à hésiter. Réellement. Et qu'il convenait naturellement de réveiller ce malade, et évidemment, immédiatement, d'entreprendre tous les traitements antidouleurs, tous les traitements adjuvants, pour qu'il soit le plus confortable possible, le mieux possible. Mais que, en tout cas, de ce point de vue-là, on respecte l'autonomie. Des fois, la question est épouvantable. Des oncopédiatres traitent un enfant atteint d'un cancer et pensent pouvoir le guérir par telle thérapeutique. Les parents, membres des témoins de Jéhovah, s'y opposent, refusent tout traitement. Légalement, la tutelle des enfants est parentale. Et personne n'est apte à traiter l'enfant contre l'avis des parents. On est face à l'autonomie par personne interposée, l'autonomie déléguée au moins par la loi, avec le sentiment très fort des médecins que leur responsabilité est engagée. Des fois, les situations sont vraiment de cet ordre-là. Et alors là, contrairement à ce que j'ai fait tout à l'heure, je ne vais pas vous donner de bonnes réponses, parce qu'on est dans une situation où effectivement, légalement, les choses sont claires. Ça n'est pas possible de traiter l'enfant contre l'avis des parents. La loi, de ce point de vue-là, est parfaitement claire. On peut tout faire, naturellement, pour leur indiquer qu'on les poursuivra pour non-assistance à personne en danger. Mais il vaut mieux ne pas commencer par la menace, parce qu'autrement, la personne retirera son enfant et on ne le verra plus. Car on ne peut pas garder l'enfant non plus si les parents veulent le retirer de l'hôpital. Vous voyez que ces situations peuvent être tout à fait épouvantables. Là, il n'y a pas vraiment de bonne solution. Lié aux témoins de Jéhovah, on rencontre parfois, et je traite toujours, vous l'avez eu, de l'autonomie des personnes, du respect de l'autonomie, principe fondamental. On voit des personnes qui viennent, qui ont un cancer, mais qui refusent certains types de traitements, et puis qui refusent, s'ils sont opérés, de toute façon, toute transfusion sanguine. Or, parfois, l'opération peut exiger des transfusions sanguines. Alors, dans ce cas-là, toujours la même poursuite. Respect de l'autonomie, mais principe de bienveillance, de non-malveillance, de justice également, vous allez voir. On est arrivé à une position à peu près consensuelle dans ces cas-là. On est face à ce malade que l'on doit opérer. On espère que l'on pourra l'opérer de manière non hémorragique, sans avoir besoin de transfusion sanguine. Mais lorsqu'il sera endormi, et si par hasard il y a une anicroche, ça arrive en chirurgie, et qu'il se met à saigner, le chirurgien doit indiquer à son patient, alors là, je ne vais pas vous réveiller pour demander ce qu'il faut faire, vous serez en danger. Moi, je ferai mon métier. Si je ne peux pas faire autrement pour vous sauver la vie que vous transfusez, alors, sachez-le, je vous transfuserai.
Ça, c'est la règle du jeu. Maintenant, vous acceptez, vous n'acceptez pas de vous faire opérer. Si je vous opère, je ferai tout pour ne pas vous transfuser, c'est votre autonomie, vous avez le droit. C'est votre liberté. Mais moi, mon rôle de médecin, vous n'étant pas conscient et étant en danger de mort, c'est de vous porter assistance. Imaginons que, dans ces conditions-là, le membre de cette religion, de cette secte, indique, dans ce cas-là, docteur, je préfère n'être pas opéré. Parfois, la réaction alors du personnel soignant peut être très vive, en disant, écoutez, veuillez m'excuser des propos que je vais utiliser, mais allez vous faire foutre, quoi. Moi, je fais ce que je peux. Bon. Cette position n'est pas possible. Cette position est mauvaise. L'autonomie fait que la personne peut, de manière autonome, refuser des soins que le médecin sait lui être indispensables. Pour autant, le médecin n'a aucun titre à s'en laver les mains. Et il devra encore, par tous les moyens acceptés, tolérés par son patient, essayer au moins de lui être utile, pour le soulager, pour, s'il accepte la chimiothérapie, faire telle ou telle chimiothérapie, etc., etc. Plusieurs fois, la question s'est posée, de malades totalement impossibles, et l'équipe soignante nous demandait, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les renvoie chez eux? Je me rappelle d'une situation qui n'est pas vraiment de l'ordre de l'autonomie, mais qui découle un peu de celle que je vous ai contée, où une équipe soignante n'en pouvait plus. Il soigne à domicile, c'est une équipe mobile, à l'hôpital ou à domicile, une personne très gravement atteinte, malheureusement d'une maladie qui ne devrait pas guérir, une maladie cancéreuse, qui se comporte de manière outrancière, injurieuse, brutale, qui leur crache dessus, qui les griffe, qui les tape quand elle peut. C'est vraiment extrêmement difficile. Et donc l'équipe soignante dit, écoutez, nous, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est évidemment très difficile, hein, bien entendu. Mais la réponse qu'on ne donnera jamais, c'est laissez-la tomber. On ne dira jamais ça. On ne dira jamais ça, et je reviens à la raison pour laquelle on ne dira jamais ça, car je l'ai déjà évoqué. C'est que profondément, dans cette profonde identité de devoirs et de droits entre l'équipe soignante et le malade, il y a une petite différence. C'est que l'équipe soignante est bien importante et que le malade est malade et sait qu'elle va mourir. Et que le malade, des fois le propos vient dans la tête de soignant. Le malade n'a pas de devoir envers les médecins. Le malade n'a pas de devoir envers les médecins. Le médecin a un devoir envers le malade. Le malade n'a... Moralement, on peut aimer qu'il se comporte d'une manière. On peut trouver qu'il a un devoir moral, mais ça ne va pas au-delà de ce devoir moral. C'est-à-dire que, en aucun titre, s'il n'est pas moralement convenable, s'il n'est pas en cohérence avec ce que l'on désirerait, il n'y a aucune raison de l'en punir. Puisque c'est comme ça, alors, on vous laisse tomber. Situation, évidemment, d'une très très grande complexité. Voilà un peu, l'heure tourne, voilà un peu, si vous voulez, comment... Alors, actuellement, nous sommes en train de traiter deux sujets, j'aimerais vous en parler, mais j'ai vraiment pas le temps. L'un d'entre eux traite des essais cliniques, et en particulier l'essai en cancérologie contre placebo, les règles d'inclusion dans les essais cliniques. L'essai contre placebo, c'est essayer une molécule active contre une substance sans aucun effet thérapeutique en tirant au sort. Qui reçoit la substance inactive et qui reçoit la substance active. Alors évidemment, lorsque ne pas donner de substance active à une personne la mettrait en danger ou diminuerait ses chances, on ne fait jamais de placebo. Mais dans certains cas, une maladie, et même une maladie cancéreuse,
ne comporte aucun traitement efficace. Aucun. Et donc, un placebo ou une autre molécule totalement inefficace, c'est pareil. Dans quelles conditions peut-on faire un essai clinique en cancérologie contre placebo? Qu'en est-il des essais cliniques chez les enfants? Autre question que nous abordons également, et ça touche les ligues, la Ligue du cancer, tous les mouvements qui veulent lutter contre le cancer savent combien il est fondamental de réunir des fonds pour aider à la recherche et aider les malades atteints de cancer. Et donc ça peut amener à privilégier des méthodes de marketing les plus efficaces pour réunir des fonds dont l'usage est profondément bon. Pour autant, est-ce que toutes les méthodes marketing pour récolter plus de fonds sont légitimes? Certaines de ces méthodes ne peuvent-elles pas avoir des effets néfastes, contre-productifs? Voyez, si jamais il n'avait pas existé de comité éthique et cancer, il eût été urgent d'en créer un. Je vous remercie. Alors je réponds à toutes les questions, y compris particulières, à condition que ce soit des questions éthiques. Il y a donc 2 micros qui peuvent circuler dans la salle, pour ceux qui veulent poser des questions. Je vais poser la première question, le temps que une se déclare. Pouvez-vous expliquer comment se passe une saisine? Comment est constitué un comité d'éthique? Alors le comité d'éthique et cancer est constitué de 32 personnes, tel que défini par un règlement intérieur qui vient d'être révisé et réadopté il y a une année à peu près. Ce sont des représentants des malades, des familles de malades, des associations, des soignants, des médecins cancérologues, mais médecins traitants, médecine générale aussi, psychologues, psychiatres, assistantes sociales, juristes, personnes qualifiées dans des collèges particuliers, certains plus axés sur la recherche, d'autres axés plus sur le soin. La saisine, n'importe qui peut saisir le comité éthique et cancer, mais ou bien il s'agit d'une institution telle qu'un centre anticancéreux, une équipe soignante, un ministère. On a évidemment été saisi sur la fin de vie, par exemple, la loi sur la fin de vie qui est en navette à l'heure actuelle entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Et on étudie ces saisines. Lorsqu'il s'agit d'une saisine individuelle, on voit si ça vaut la peine, si c'est vraiment un problème éthique. Parce qu'on reçoit, autrement la Ligue, vous savez bien, reçoit beaucoup de protestations parce que les gens ont conscience d'avoir été maltraités, que les conditions hôtelières ont été mauvaises, qu'une infirmière a été méchante avec eux, et c'est souvent vrai, ou autre question comme cela. Bien évidemment, ce n'est pas du tout des situations négligeables, mais ce n'est pas des situations qui sont de l'ordre de celles que va étudier un comité éthique et cancer. Donc là, il y a un premier crible qu'effectuent d'ailleurs des collègues de la Ligue, et parmi ces saisines individuelles, ils nous transmettent celles qui traitent vraiment d'un problème éthique. Quand dans cette saisine, il y a une question individuelle, on répond à cette question individuelle, et en règle générale, on tâche également de tirer un problème plus général, et dans ces cas-là, on publie 2 avis, on fait une réponse personnalisée à l'auteur de la saisine, et on publie un avis sur le problème plus général, anonymisé. Ce n'est pas très gentil de votre part de dire que les infirmières sont souvent méchantes. Je pense qu'il y en a beaucoup dans la salle. Je n'ai pas dit ça? Ah non, je n'ai pas dit ça du tout. Mais non, je parlais pas du tout d'infirmière, je parlais d'un malade très particulier qui était effectivement extrêmement difficile, et je ne parlais pas du tout du corps soignant, je jamais ça, au contraire, et je disais que
parfois le corps soignant se trouve confronté à ces personnes. Évidemment, on peut comprendre l'extraordinaire difficulté, tension dans laquelle ils se trouvent, et sont des situations qui se trouvent, que l'on rencontre. Et donc, si vous avez entendu dire qu'on a été confronté à de mauvaises situations et des mauvais comportements des infirmières, c'est que vous m'avez mal entendu. On vit à une époque où Internet est de plus en plus présent, où on échange beaucoup de données sur des réseaux sociaux. On parle beaucoup de télémédecine aussi, donc il y a des informations médicales qui sont partagées. Est-ce que vous avez déjà été saisi pour des problèmes qui sont liés à des partages? On a un avis sur le sujet. Voilà. Et puis, peut-être par extension, est-ce que vous pourriez nous donner votre avis sur le dossier médical partagé qui n'est pas complètement mis en place à l'heure actuelle, mais qui évolue et qui va nous concerner tous? Alors pour Internet, il y a un avis publié. Alors il y a un site qui va être totalement rénové, donc on est entre deux là. Sur ce site, vous trouverez tous les avis de la Ligue avec les intitulés, et l'avis, je ne me rappelle plus lequel, 26, 27, 28, je crois, est un avis qui traite d'Internet. Voilà. Il doit faire 5 ou 6 ou 7 pages, donc je ne vais pas vous l'énoncer dans sa complexité, mais la règle générale, c'est que aujourd'hui, bien évidemment, il n'y a pas un seul malade, pratiquement pas un seul malade, qui ne se sert d'Internet pour s'informer sur sa maladie. Et donc, le médecin ne peut pas l'ignorer. Lorsque le médecin est interrogé par un malade sur le sérieux, la pertinence de tel ou tel site Internet, le médecin doit lui dire, vous savez, il y en a tant que je suis incapable de faire une évaluation de ces multiplicités de sites. Ça, je ne le fais pas. En revanche, ce serait bien que tous les médecins soient capables d'ajouter quelque chose de l'ordre de « En revanche, ce site-là qui traite du cancer, de tel type de cancer, je le connais, il est sérieux, si vous voulez vous y référer, ce sera à votre profit. » Donc, systématiquement, il puisse y avoir, de ce point de vue-là, un conseil, non pas une labellisation qui serait très rapidement dépassée par la multiplicité, c'est impossible. On ne normalise pas Internet. On ne réglemente pas Internet. C'est un monde de non-droit, c'est comme ça. En revanche, on peut donner des conseils pour des sites qui restent dans les règles du droit, qui sont informatifs et qui peuvent répondre correctement aux interrogations des patients. Maintenant, jamais, autre recommandation de l'avis sur l'utilisation d'Internet, jamais il ne sera légitime qu'un médecin se défausse de ses responsabilités en disant à son malade « reportez-vous à tel ou tel site ». Voilà. Tout simplement parce que la qualité de cette relation particulière, de ce dialogue, de cette relation de médecin à malade, est extrêmement importante également. Et d'une certaine manière, il ne serait pas souhaitable, il pourrait être préjudiciable si elle était totalement remplacée par ce contact dévitalisé, in silicio, avec des sites Internet. Vous aviez posé une autre question. Alors, le dossier médical partagé, c'est un problème de respect du secret professionnel, mais à partir du moment où on accepte, dans certaines conditions, et ça se fait dans les équipes médicales, le dossier médical, le secret médical partagé par des professionnels qui tous sont assujettis au secret professionnel, au secret médical, évidemment, c'est tout à fait important. D'ailleurs, il y a un cas récent qui n'a rien à voir avec le cancer, mais qui est important en matière d'éthique, qui est celui de cette très malheureuse affaire
ou un copilote de la Germanwings déprimé à scratcher son avion dans le massif des Trois-Évêchés au nord de Digne. Son médecin l'avait mis en arrêt de travail, savait qu'il était très gravement déprimé. Qu'aurait-il dû faire? En fait, non, il ne pouvait pas, au nom du secret professionnel, prévenir l'employeur. En revanche, il pouvait parfaitement partager son secret avec le médecin du travail. Et le médecin du travail, lui, a la possibilité d'interdire le vol. Bonsoir. L'acharnement thérapeutique peut-il avoir un justificatif éthique? Y existe-t-il? Alors, qu'est-ce que... Ça dépend ce que l'on appelle acharnement thérapeutique. Si on appelle acharnement thérapeutique des soins qui sont devenus sans objet, car ils sont devenus incapables de rétablir un minimum de vie relationnelle, qui est ce que cherche tout soin a comme finalité de rétablir une vie dont puisse féliciter la personne soignée. Alors là, ce sont des soins sans objet, c'est un acharnement thérapeutique totalement injustifié, et non, il n'a aucune justification, ni médicale, ni éthique. Aucune. Mais pourriez-vous préciser que vous avez parlé de la dignité de l'homme tout à l'heure? C'est une question, il y a un mot qui est souvent maltraité. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. La dignité. La dignité. Je pourrais vous faire une conférence d'une heure sur la dignité, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais c'est indispensable. Pourquoi c'est très compliqué? C'est que historiquement, le terme de dignité a été employé comme une dignité extérieure conférée par un autre. Quand on décore quelqu'un, on l'élève à la dignité de Grand Croix de la Légion d'honneur, officier de la Légion d'honneur. C'est une autorité extérieure qui vous élève à une dignité. La dignité nobiliaire est de même ordre. Or, et de la même manière, et en particulier, les religions ont une idée de ce qu'est la dignité de la personne, imposée par une loi extérieure, et toute personne qui ne se conformerait pas à cette loi serait considérée comme se comporter de manière indigne. Cette utilisation du terme de dignité comme une notion imposée de l'extérieur, contraire à la volonté et à la liberté de la personne, a été l'objet de très importantes réticences qui fait que, par exemple, j'ai été nommé dans le comité qui était chargé sous la présidence de Mme Simone Veil de réviser le préambule de la Constitution française, et j'avais essayé, pour ce qui me concerne, de calquer ce préambule de la Constitution de 1958, mais dérivée de celle de 1791, ou même de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Tous les hommes naissent et demeurent égaux en droit, mais la Déclaration universelle de l'ONU de 1948 dit « tous les hommes naissent et demeurent égaux en dignité et en droit ». Et donc j'avais proposé que le préambule de la Constitution française devienne également « tous les hommes naissent et demeurent égaux en dignité et en droit ». On a pu parvenir à cette solution, hélas, du fait de ces très grandes interrogations sur terme de dignité. On voit même que dans cette très importante bataille douloureuse de réflexion entre le mouvement pour le droit à mourir dans la dignité et ceux qui ne sont pas
favorable à une loi d'euthanasie active. Il s'agit d'une notion de dignité qui est un peu définie de l'extérieur. C'est-à-dire que si une personne ne veut pas mourir dans ces conditions-là, deviendrait-elle indigne? Et donc, c'est une notion qui est très compliquée. Et pourtant, elle est indispensable. Elle est indispensable en précisant que ce que l'on appelle dignité, c'est une qualité qui est liée au statut de la personne, qualité qui ne dépend d'aucune autre personne que d'elle-même, mais qui est l'objet d'aucune négation, d'aucune soustraction. Cette qualité est conférée du fait que l'on est humain, elle est pleine et entière jusqu'à ce que l'on meure, mais personne de l'extérieur ne peut la définir. Il s'agit d'une conception autonome de la dignité. Ça veut dire également que quiconque prétendrait que, suivant leur ethnie, suivant leur vie ou que sais-je, les personnes ont une dignité différente, serait alors en contravention avec cette règle. La dignité est une qualité intrinsèque à la personne, qui ne peut être définie de l'extérieur, mais qui se prête à aucune remise en cause. Pris dans ce sens, ça me semble une notion absolument fondamentale. Mais voyez que ça nécessite un tout petit développement, parce qu'il y a eu énormément de querelles autour. Prenons un exemple qui est très très connu. Je ne vais pas le traiter ici, parce que qui est l'histoire du lancer de nains. Tout le monde se rappelle cet arrêté qui a interdit, moi j'y étais favorable en l'occurrence, qui a interdit un spectacle de lancer de nains au nom du respect de la dignité. J'ai trouvé que c'était plutôt sympathique parce qu'en effet, assimiler un nain à un ballon de rugby ou peu importe un projectile que l'on se lance ne me semble pas acceptable. Le nain a porté plainte car c'était son job. C'était un entrepreneur qui se produisait en spectacle, qui gagnait sa vie comme cela et qui a pu argumenter. Moi, je ne peux gagner ma vie que comme cela. Que voulez-vous? Et est-ce que parce que je suis petit, je n'aurai pas assez de dignité pour décider de ma manière de vivre? Cette liberté qui vous est laissée à vous qui avez une taille normale? Dans vos cirques, il y a des gens de taille normale qui se font projeter par des canons, les hommes obus. Personne n'a jamais dit que c'était une atteinte à leur dignité. Et donc on voit que les choses sont extraordinairement complexes. Vous avez abordé rapidement le projet de loi sur la fin de vie. Pourriez-vous nous développer un peu et dire ce que vous en pensez? Le comité éthique et cancer en tant que tel et moi-même, intuitu personné, avons été de très près associés aux travaux de réflexion sur cette modification à la marge de la loi de 2005. Pour quelle raison cette modification s'est-elle révélée nécessaire? La loi de 2005 indique que, dans le respect de l'autonomie des personnes, une personne peut demander à être endormie de manière à ce qu'elle ne ressente plus les événements de la vie et jusqu'à ce qu'elle meure. Les équipes de soins palliatifs sont souvent des équipes de femmes et d'hommes de très bonne qualité morale, intellectuelle, très mobilisées. Et parfois, la mobilisation entraîne des pratiques singulières. Et donc, une des pratiques qui n'était pas si rare que cela,
était que quand une personne en fin de vie demandait à être endormie, on l'endormait, mais toutes les 12 heures, on la réveillait pour savoir si elle voulait bien continuer. Et on aboutissait en réalité à des situations tout à fait absurdes. Et pour te dire, extraordinairement désagréables. Extrêmement pénibles. Et donc, une des modifications fondamentales de ce projet de loi est de rappeler les conditions d'application et d'indiquer une sédation terminale et continue. Une sédation terminale et continue. Un autre élément très important, c'est qu'il s'agit là d'un traitement. Il ne s'agit pas là d'un geste d'euthanasie. De tout temps, les personnes, rarement les personnes ont voulu mourir. Mais quitte à mourir, les personnes ont toujours rêvé maintenant encore de mourir paisiblement dans leur sommeil. De fait, si on doit mourir paisiblement dans son sommeil, c'est mieux que mourir dans la terreur et la souffrance. Si bien que quand une personne est en fin de vie, lui permettre de mourir paisiblement et dans son sommeil, c'est le soin adapté, en fonction de sa volonté, c'est le soin ou des directives anticipées réitérées, c'est le soin adapté à cette situation. Et donc la loi précise également qu'il n'y a pas de retrait possible. C'est-à-dire, c'est le traitement adapté, le médecin doit le mettre en œuvre. Ça a été extrêmement discuté, cette question, évidemment, mais la réflexion qui a porté précise effectivement ce point. L'idée est que, enfin, cette loi de 2005 soit bien comprise, bien connue et bien appliquée. Parce que quoi que l'on pense, par ailleurs, de la nécessité d'une autre loi, c'est un peu compliqué de faire une autre loi tant que la loi antérieure n'est pas connue ni appliquée. Donc, faire en sorte car une nouvelle loi ne serait pas forcément mieux connue et mieux appliquée. Donc, faire en sorte que cette loi, qui en principe doit régler quasiment tous les problèmes auxquels on peut réfléchir, en effet, qu'elle soit connue, appliquée, que les médecins soient mis devant leurs responsabilités et que l'on évite des pratiques extrêmement honorables d'un point de vue moral, mais il n'empêche désastreuses quant à la réalité de la prise en considération de la situation de ces personnes. Bon alors, elle est bloquée au Sénat cette loi, mais comme de toute façon le Sénat la refusera sans doute, je ne sais pas, elle reviendra à l'Assemblée et l'Assemblée la revotera in fine et avec un minimum de modifications. Il y aura peut-être un amendement concernant la situation particulière des personnes handicapées en fin de vie. Pour quelle raison cela? C'est que dans cette loi, on considère, et c'est juste, que mettre un tuyau dans l'estomac d'une personne et lui passer des liquides dans les veines, c'est de la réanimation. Et c'est de la réanimation, de fait. Quand il ne respire pas, on le fait respirer avec un respirateur artificiel. Il ne mange pas, on lui met un tuyau et on lui donne de la nourriture, on lui passe un liquide dans les veines. Et que une sédation terminale et continue doit faire cesser tout acharnement thérapeutique, et de ce point de vue-là, au même titre que la respiration artificielle, la nutrition artificielle peut être assimilée à un acharnement illégitime. Ça se discute certes, mais c'est ça qui a été arrêté. Sauf que pour certaines personnes handicapées, c'est leur forme normale de nutrition. Donc ce n'est pas de la réanimation. Donc il faut évidemment envisager ce cas particulier. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup de cet excellent moment passé ensemble. Alors, comme
promis, le professeur Axel Kahn a dédicacé ses livres dans l'entrée là-bas. Et puis nous vous donnons tous rendez-vous pour un petit tuto après. Merci.